son humeur. Mais la véritable raison de sa contrariété était que le tueur qu'on lui avait ordonné d'engager ne l'impressionnait guère. Le seul point positif que Brookshire pouvait concéder au petit homme à l'air fourbu qui attendait devant la baraque faisant office de gare, une selle et un tapis de couchage posés à côté de lui, était sa ponctualité. Arrivé en ville à l'aube, l'homme avait attaché sa jument alezane devant l'hôtel à 7 heures précises, comme convenu. Brookshire avait eu beaucoup de mal à cacher sa surprise en constatant son âge avancé. Il connaissait évidemment sa réputation. Aucune réputation dans tout l'Ouest n'égalait celle de Woodrow Cole. Seulement, Brookshire estimait qu'on n'attrapait pas des bandits avec une réputation. En tout cas, pas un bandit capable de se déplacer d'un lieu à l'autre aussi vite que Joey Garza. À en croire la rumeur, le jeune Mexicain n'avait que 19 ans, alors que le capitaine Cole devait bien avoisiner les 70. Brookshire avait toutefois pour consigne d'engager Woodrow Cole et personne d'autre. De plus, il s'était vu confier un superbe colt ciselé que le colonel Terry avait envoyé en cadeau. Mais au grand désarroi de Brookshire, c'était tout juste si le capitaine Cole avait accordé un regard au revolver. Il n'avait pas pris la peine de le sortir de son coffret en bois de rose. Il n'avait pas fait tourner le barillet, ni admiré les fines ciselures. « Merci, mais je m'en passerai », avait-il simplement déclaré. Il avait accepté le café de meilleur gré. On pouvait le comprendre. Le temps était hivernal et le vieux ranger ne portait qu'un léger manteau. « Tout Jésus, que vais-je dire au colonel Terry ?» s'était lamenté Brookshire. « Ce revolver a bien dû lui coûter 500 $. Il a été gravé à la main. C'est une pièce de grande valeur. »« Dans ce cas, il peut le garder pour lui, » rétorqua Cole. « J'apprécie le geste, mais j'ai nulle part où conserver un aussi beau revolver. Il faudrait que je le dépose dans une banque, et j'aime autant éviter les banques. Et puis, j'ai une préférence pour la carabine. Si vous vous retrouvez assez près d'un tueur pour pouvoir l'atteindre avec une balle de revolver, c'est généralement que vous êtes trop près. »« D'où Jésus !» répéta Brookshire. Il connaissait assez bien le colonel Terry pour savoir qu'il ne serait pas content d'apprendre qu'on avait refusé son cadeau. Il n'était pas colonel pour rien. L'idée qu'un homme attifé comme un vulgaire gardien de troupeau puisse décliner un présent aussi coûteux ne manquerait pas de le mettre hors de lui. Et Brookshire, ainsi que tous ceux qui auraient l'infortune de se trouver dans le bureau à ce moment-là, devraient s'accrocher pour conserver leur emploi. Cole comprit qu'il avait mis l'homme dans l'embarras. La moindre des politesses eût été d'accepter le revolver. Seulement, depuis quelques années, les gouverneurs, les magnats des chemins de fer, les sénateurs et les hommes fortunés se bousculaient pour lui offrir de beaux revolvers, des selles hors de prix, le privilège de voyager dans leur voiture ferroviaire, voire des chevaux de premier ordre. Et chaque fois, quelque chose en lui le poussait à refuser. D'abord, Cole détestait les armes de fantaisie. Il préférait chevaucher sur une selle toute simple et ne demandait qu'une chose à une arme, qu'elle soit fiable et précise. Ensuite, il n'avait encore jamais rencontré un gouverneur, un magnat des chemins de fer, un sénateur ou un homme fortuné dont il appréciât la personne ou la compagnie. Pourquoi se rendre redevable auprès d'un idiot prétentieux pour un revolver qu'il n'utiliserait pas et ne chargerait probablement jamais? Quelques jours plus tôt, il discutait justement avec Charles Goodnight du bien fondé d'accepter des cadeaux de la part des riches et puissants. Ce matin-là, Goodnight avait chevauché jusqu'à la petite cabane de service qu'il laissait Cole occuper entre deux missions afin de lui remettre le télégramme, lui demandant de rencontrer un certain monsieur Ned Brookshire à 7 heures du matin dans le vestibule du meilleur hôtel d'Amarillo. Goodnight était lui aussi célèbre, probablement autant que pouvait le devenir un éleveur de bétail. Ces dernières années, on avait bien dû lui offrir 25 ou 30 Winchester gravés, mais à l'instar de Cole, il se méfiait des riches et puissants et il appréciait rarement leur compagnie. Durant la plus grande partie de leur vie, qui ne s'étaient croisés qu'à quelques occasions, Woodrow Cole et Charles Goodnight ne s'étaient jamais vraiment entendus. À l'époque, celle des guerres indiennes, ils avaient fini par se taper sur les nerfs à chacune de leurs rencontres, ou presque. Aujourd'hui, ils ne se considéraient toujours pas comme amis. Une fois par semaine, quand il se trouvait à son ranch, Goodnight avait cependant pris l'habitude de se rendre au petit refuge pour prendre des nouvelles de son invité, l'illustre Texas Ranger. La cabane de service était située non loin de la bordure nord du canyon de Palo.